Nous vivons à une époque où la technologie a dangereusement étendu la capacité des gouvernements et des entreprises à contrôler nos vies. Des multinationales lointaines et désincarnées, ainsi que des technologies autoritaires, ont empiété sur des domaines de l'activité humaine qui relevaient auparavant de la sphère privée ou de petites communautés. Nos moindres mouvements, nos communications, nos transactions sont surveillés à l'aide de ces technologies. Et ces outils de surveillance peuvent à tout moment devenir des outils de contrôle. Durant la pandémie, les démocraties libérales du monde entier, et les États-Unis en tête, ont soudainement pivoté. Elles se sont mises à utiliser cette crise comme prétexte pour bafouer des droits et des libertés constitutionnelles essentielles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une interview de Robert F. Kennedy Jr. avec une courte introduction sur la politisation grandissante du Bitcoin dans le monde entier. Du point de vue extérieur de la communauté crypto, l'élection présidentielle française de 2022 a été caractérisée par un silence quasiment complet de la part de tous les candidats sur les questions liées au Bitcoin et à la blockchain. Si cela peut sembler être une évidence à nos auditeurs français et francophones, il se trouve que c'est loin d'aller de soi. Autour du globe, le Bitcoin se politise et devient une question partisane dans de nombreuses juridictions. C'est une tendance qui va au-delà des petits pays ayant décidé de le mettre à l'honneur, comme le Salvador, la République centrafricaine, les Émirats arabes unis ou encore les Tonga en Polynésie pour en citer quelques-uns. En 2023, le Bitcoin fait de plus en plus l'objet de débats dans les grandes économies du monde, et la classe politique réalise petit à petit que c'est un sujet important et clivant pour une frange croissante de l'électorat. En Argentine, le candidat conservateur et libertarien Javier Milei a décrit le Bitcoin comme étant une réaction naturelle contre l'arnaque des banques centrales. Il est en tête des sondages pour l'élection présidentielle qui se tiendra le 22 octobre 2023. Au Canada, Pierre Poilievre, le chef de l'opposition officielle, a été critiqué pour avoir émis l'idée que les crypto-monnaies pouvaient être un moyen de se protéger contre l'inflation et pour avoir dit que si son parti était au pouvoir, ils envisageraient d'alléger la législation en matière de crypto-monnaies. Poilievre est d'autre part opposé à la création d'une monnaie numérique de banque centrale, comme l'est Nigel Farage, l'architecte du Brexit au Royaume-Uni. Farage a récemment accordé une entrevue au podcast britannique What Bitcoin Did, dans lequel il parle de la cessation arbitraire de services bancaires dont il a récemment fait l'objet. Selon lui, cela l'a amené à comprendre l'importance du Bitcoin pour lutter contre les MNBC dans un monde où l'accès au compte en banque de n'importe quel citoyen peut être subitement suspendu, comme cela a été le cas lors des manifestations du Convoi de la Liberté au Canada en 2022. Même en Union européenne, le Bitcoin fait l'objet de l'attention d'une partie grandissante de la sphère politique. L'AfD en Allemagne, ainsi que le PVV et le FVD aux Pays-Bas, semblent en avoir une opinion positive. Ces partis sont classifiés à l'extrême droite par les médias mainstream. Enfin, les États-Unis ne sont pas en reste, et la plupart des élus de premier plan de part et d'autre de l'échiquier politique se sont exprimés en faveur ou en défaveur du Bitcoin et des crypto-monnaies. De manière générale, les partis de droite, conservateurs et à tendance libertarienne semblent avoir une vision plutôt positive du Bitcoin et des crypto-monnaies, tandis que les partis de gauche, progressistes et interventionnistes le regardent d'un œil méfiant. Les primaires du Parti républicain auront lieu en janvier 2024, et un nombre significatif de candidats ont adopté des positions fermes en faveur du Bitcoin et contre les MNBC. Ron DeSantis et Vivek Ramaswamy, qui selon les sondages font partie du trio de tête en compagnie de Donald Trump, correspondent à cette description. La ferveur pro-Bitcoin est beaucoup moins marquée du côté du Parti démocrate, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque leurs membres ont plutôt tendance à considérer les crypto-monnaies avec suspicion, voire avec une franche hostilité comme dans le cas d'Elizabeth Warren, qui semble en avoir fait une affaire personnelle. Depuis quelques mois, Robert F. Kennedy Jr. a fait irruption sur la scène politique. Il est le neveu du président assassiné John F. Kennedy et fils de Robert F. Kennedy Sr., lui aussi assassiné alors qu'il faisait campagne en 1968. Robert Kennedy est un avocat spécialiste de la protection de l'environnement et candidat à l'investiture du Parti démocrate depuis avril 2023. Kennedy est à contre-courant d'à peu près toute l'idéologie qui caractérise le Parti démocrate depuis 30 ans, ce qui lui vaut d'être attaqué férocement par son propre camp. Il est qualifié de conspirationniste par les médias mainstream pour ses propos concernant l'industrie pharmaceutique et a été censuré entre autres sur YouTube au nom de la lutte contre la désinformation.
La traduction que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui est extraite d'un discours de RFK donné à la conférence Bitcoin 2023 en mai dernier. Ces prises de position sur le Bitcoin et sur l'importance de la préservation des libertés fondamentales sont à l'opposé complet de l'orthodoxie du Parti démocrate, comme vous allez le voir dans un instant. Au-delà de toutes ces considérations partisanes, il est intéressant de constater que Bitcoin gagne du terrain mondialement dans la conscience collective, même s'il y est parfois accueilli avec hostilité. La polarisation autour du sujet des crypto-monnaies est une étape inévitable de l'adoption progressive du Bitcoin, et en cela, elle est un bon signe. La France finira bien par rattraper son retard en la matière, et il est donc très probable que le Bitcoin fasse irruption sur la scène politique de l'Hexagone dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Sans plus attendre, voici l'interview de Robert Kennedy Jr. Nous espérons qu'elle vous intéressera. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Bonjour à tous les bitcoiners. Pour beaucoup de gens, qui ne sont pas en train de m'écouter en ce moment, la question du bitcoin peut sembler être un sujet trop trivial pour qu'un candidat à une campagne présidentielle s'y intéresse. David Bailey m'a demandé hier soir ce qui m'avait convaincu de l'importance du bitcoin, et je lui ai répondu que mon avis a changé en un instant lorsque j'ai vu ce qui s'est passé durant la grève des camionneurs à Ottawa. Quelques mois auparavant, j'avais prononcé un discours devant une foule nombreuse en Italie sur les dangers de la monnaie numérique, et en particulier sur ceux de la monnaie programmable, qui pourrait être utilisée par les gouvernements pour faire respecter leurs règlements et punir les mauvais comportements en combinaison avec des systèmes de surveillance et de reconnaissance faciale qui leur permettraient de savoir quand vous faites quelque chose d'interdit et de désactiver votre carte de crédit. C'est ce qui se passe actuellement en Chine. En Occident, un tel système pourrait permettre au gouvernement de limiter les achats de produits alimentaires aux magasins situés dans un rayon de 5 minutes à pied de votre domicile. J'ai utilisé cet exemple comme une hypothèse pendant mon discours. Et 6 semaines plus tard, j'ai vu le même genre de choses arriver aux camionneurs d'Ottawa. Comme la plupart d'entre vous le savent, la grève des camionneurs était une manifestation pacifique de personnes qui réclamaient des droits considérés comme sacrés et pris pour acquis par tous les Américains. Le droit d'être libre de tout mandat gouvernemental, la liberté d'expression, la liberté d'association et de réunion, le droit de pétition vis-à-vis du gouvernement, toutes ces choses que nous considérons comme allant de soi. Malgré le fait qu'il s'agissait d'une manifestation pacifique, le gouvernement canadien a férocement réprimé la manifestation des camionneurs. Les représentants du gouvernement ont déclaré l'état d'urgence et supprimé la liberté d'expression. Plus inquiétant encore, ils ont gelé les comptes bancaires de centaines de manifestants et de leurs sympathisants, qu'ils ont identifiés à l'aide de technologies de surveillance et de contrôle des données. Aucun de ces manifestants pacifiques n'avait enfreint la loi. Ils n'avaient pas été inculpés et n'avaient certainement pas été condamnés. Mais tout à coup, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus accéder à l'argent sur leur compte bancaire pour rembourser leurs prêts ou pour nourrir leur famille. Lorsque j'ai été témoin de cette catastrophe, de cet usage dévastateur de la répression gouvernementale, j'ai réalisé pour la première fois que la liberté monétaire est un droit aussi important que la liberté d'expression. Un gouvernement qui a le pouvoir d'affamer ses citoyens lorsqu'ils sont désobéissants transformera inévitablement notre population entière en une population de serfs. L'ambition de tout régime totalitaire est d'exercer un contrôle total sur tous les aspects de l'existence des gouvernés. Nous vivons à une époque où la technologie a dangereusement étendu la capacité des gouvernements et des entreprises à contrôler nos vies. Des multinationales lointaines et désincarnées, ainsi que des technologies autoritaires, ont empiété sur des domaines de l'activité humaine qui relevaient auparavant de la sphère privée ou de petites communautés. Nos moindres mouvements, nos communications, nos transactions sont surveillés à l'aide de ces technologies. Et ces outils de surveillance peuvent à tout moment devenir des outils de contrôle. Durant la pandémie, les démocraties libérales du monde entier, et les États-Unis en tête, ont soudainement pivoté. Elles se sont mises à utiliser cette crise comme prétexte pour bafouer des droits et des libertés constitutionnelles essentielles. Les gouvernements ont suspendu le droit à la liberté de réunion, la liberté de culte, le droit de propriété, le droit à un procès équitable avec un jury. Ils ont censuré la liberté d'expression au nom de la lutte contre la désinformation. Nous avons perdu notre liberté d'aller et venir, et les mandats nous ont même fait perdre notre souveraineté sur notre propre corps. J'entends déjà certains rétorquer.
Il ne s'agissait là que de restrictions et de suspensions temporaires de nos droits. Mais la Constitution ne prévoit pas d'exception en cas de pandémie. Et soit dit en passant, les rédacteurs de notre Constitution étaient très au courant de ce phénomène. Les pères fondateurs ne pouvaient l'ignorer, car entre la fin de la guerre d'indépendance et la ratification de la Déclaration des droits 9 ans plus tard, des épidémies se sont déclarées dans presque toutes les villes de notre pays. La variole, le choléra et la fièvre jaune ont tué des dizaines de milliers de personnes. Malgré cela, les pères fondateurs n'ont pas prévu d'exception constitutionnelle pour les épidémies. Ils ont rédigé la Constitution non pas pour les bons moments, mais pour les temps difficiles. Pendant la guerre de sécession, lorsque Abraham Lincoln a fait ce qui s'imposait en suspendant l'habeas corpus pour empêcher les infiltrés confédérés de provoquer des émeutes dans les villes de l'Union, la Cour suprême lui a interdit de le faire, arguant que quelle que soit la gravité de la crise, il est exclu de suspendre des libertés constitutionnelles. Malheureusement, nous avons récemment créé un précédent très dangereux dans notre pays. Pendant la période du Covid, le gouvernement a établi une nouvelle jurisprudence selon laquelle, s'il dispose d'une excuse convaincante, il peut désormais nous priver de toutes nos libertés. C'est la situation à laquelle nous, citoyens américains, sommes aujourd'hui tous confrontés dans notre pays. Et devinez quoi ? Il y a toujours une bonne excuse. Que ce soit en raison d'une nouvelle maladie, de la prochaine pandémie, pour nous protéger de la désinformation, pour combattre le terrorisme intérieur, pour mettre fin au discours de haine, pour faire la guerre ou pour lutter contre le changement climatique. Toutes ces bonnes raisons peuvent facilement devenir des prétextes. Le contrôle de la population commence peut-être comme un moyen, mais il devient toujours une fin en soi. Ce qui rend l'idéologie du totalitarisme pernicieuse et séduisante, c'est l'idée sur laquelle elle repose que l'utopie naîtra de l'exercice d'un contrôle parfait de la société. Cela fonctionne bien tant que les gentils sont aux commandes, ou plutôt que vos amis sont aux commandes. Bitcoin est un rempart contre ce type d'expansion et d'intrusion des gouvernements et des entreprises. De fait, il a été utilisé pour contourner des contrôles gouvernementaux répressifs sur le système monétaire, comme au Canada et au Myanmar. En tant que président, je veillerai à ce qu'on déclare l'inviolabilité de votre droit à détenir et à utiliser Bitcoin. Tout d'abord, je défendrai le droit à l'autodétention du Bitcoin et des autres actifs numériques. Vous devriez avoir le droit d'être maître de vos propres clés privées, tout comme vous êtes maître des clés de votre voiture ou de votre portefeuille. Votre portefeuille, qu'il soit dans votre poche ou sur votre ordinateur, vous appartient. Je ne pense pas que le gouvernement doive avoir le droit d'exiger l'accès à votre phrase de récupération, ni d'ailleurs à aucun de vos mots de passe. Lui donner ce droit, ce serait faire une concession grave à l'état de surveillance. Deuxièmement, je défendrai le droit de gérer une node chez soi. Les exigences en matière de KYC, de connaissance du client, doivent être appliquées au niveau des banques et des exchanges, et non au niveau des nodes. Sans cela, il deviendrait impossible de faire fonctionner le logiciel. L'intérêt du Bitcoin est qu'il est décentralisé, et que n'importe qui peut gérer une node. La décentralisation est non seulement importante pour le Bitcoin, mais elle l'est aussi pour la démocratie. Troisièmement, je défendrai une réglementation de l'énergie neutre du point de vue de l'utilisation qui en est faite et de l'industrie qui s'en sert. La taxe de 30% sur l'énergie imposée par le président Biden aux mineurs de Bitcoin demande la création d'instances de surveillance invasives pour contrôler ce qui se passe sur un ordinateur individuel. Elle crée un précédent terrible, selon lequel tout ce que vous faites qui nécessite de l'électricité doit désormais être contrôlé par le gouvernement. C'est pourquoi je soutiens également le droit des citoyens à refuser l'installation de compteurs dits intelligents chez eux. Quatrièmement, je veillerai à ce que les États-Unis restent le centre mondial du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. De grandes entreprises telles que PayPal, Fidelity et Block investissent massivement dans le développement des logiciels liés au Bitcoin. Certains des meilleurs ingénieurs et codeurs de l'industrie technologique travaillent dans ce domaine et nous souhaitons qu'ils restent aux États-Unis. Je lutterai contre l'hostilité croissante du gouvernement à l'égard de cette industrie et pour garder l'innovation chez nous. Cela m'amène à mon cinquième point. Des événements tels que l'incident de FTX prouvent qu'une certaine forme de réglementation de l'industrie des crypto-monnaies est nécessaire. Mon administration consultera des personnes bien informées, comme vous ici à cette conférence, pour établir une législation et des méthodes de gouvernance raisonnables. Pour commencer, nous devons reconnaître que le Bitcoin n'est pas une security.
et qu'il ne devrait pas être réglementé en tant que tel. Le Bitcoin est dans une classe à part. C'est pourquoi la décentralisation, les 40 000 nodes en fonctionnement, empêche une grande partie des délits d'initiés et des arnaques pump and dump qui affectent les autres crypto-monnaies. Sixièmement, j'examinerai sérieusement les raisons qui ont mené aux poursuites et à la condamnation d'individus comme Ross Ulbricht. Je mènerai l'enquête pour savoir s'ils ont été poursuivis pour des crimes réels ou comme moyen de réprimer l'usage de la crypto-monnaie. Si on a injustement fait un exemple d'eux, j'envisagerai de les gracier et j'agirai promptement une fois que je suis élu. Avant de conclure, j'aimerais dire quelques mots sur la protection de l'environnement. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne voulez pas entendre à une conférence sur le Bitcoin comme celle-ci, mais il faut que je le dise. Je pense que bien que les critiques environnementales à l'égard du Bitcoin soient exagérées, elles ont un certain degré de validité. Elles sont exagérées parce que les mineurs de Bitcoin recherchent toujours l'énergie la moins chère, pour des raisons économiques. Cette énergie moins chère, que le minage de Bitcoin a tendance à utiliser, a souvent un impact environnemental restreint. Ainsi, le minage du Bitcoin peut utiliser une part de la charge de base inactive d'un réseau électrique pour l'équilibrer, et à l'extrême inverse, les excédents des énergies renouvelables en cas de pointe de production. Mais je pense que les mineurs de Bitcoin peuvent encore beaucoup mieux faire et je vous encourage, dans ce secteur, à continuer de développer votre utilisation des techniques énergétiques pro-environnementales telles que la capture du méthane résiduel et l'utilisation de la chaleur générée par la consommation d'énergie. Je sais que nombreux d'entre vous explorent ce domaine et font des progrès en ce sens. Nous, les écologistes, continuerons à faire pression pour que vous vous amélioriez. Toutefois, que ces critiques environnementales soient valables ou non, je tiens à préciser une chose. L'argument écologique ne doit pas servir d'écran de fumée à un programme de suppression du Bitcoin. Je le répète, la politique énergétique ne doit pas servir de prétexte à l'interdiction du Bitcoin, et la tentation est grande, parce que les totalitaristes détestent tout ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Vous pouvez être sûr qu'ils utiliseront tous les prétextes nécessaires pour l'interdire. Je remarque un étrange parallèle entre cette répression et celle des quelques années passées, où la santé publique est devenue un prétexte pour supprimer nos libertés et nos droits fondamentaux. L'urgence en matière de santé publique a disparu, et nous ne devons pas la remplacer par une nouvelle série de justifications visant à poursuivre le processus d'érosion de nos libertés qui sévit déjà depuis des décennies. Pour conclure, j'aimerais clarifier quelques points. Je ne suis pas un investisseur et je ne suis pas ici pour donner des conseils d'investissement, ni pour promouvoir le Bitcoin aux dépens d'autres crypto-monnaies ou d'autres monnaies d'ailleurs. Ça, c'est le travail du marché et non celui du président des États-Unis. Voici pourquoi il m'intéresse. Premièrement, je suis un ardent défenseur des libertés civiles, auxquelles j'ai consacré ma vie. Le Bitcoin est à la fois un exercice et une garantie de ces libertés. Deuxièmement, Bitcoin est un générateur puissant de la sorte d'innovation dont notre pays a besoin aujourd'hui. Troisièmement, Bitcoin incarne deux de mes plus grands idéaux, la transparence et la confiance. Les Américains en sont venus à se méfier du gouvernement, notamment en raison de la manière dont il a manipulé notre masse monétaire au profit des plus riches et pour mener des guerres sans fin. Le Bitcoin est une monnaie neutre, qu'aucune autorité et qu'aucun gouvernement ne peuvent manipuler. Dans notre système actuel, presque toutes nos transactions sont transparentes pour le gouvernement et pour les entreprises. Pour les citoyens, en revanche, les machinations et les activités de ces derniers sont totalement opaques. La blockchain de Bitcoin rend chaque transaction transparente pour tout le monde. Et elle pourrait donc être le signe avant-coureur d'un avenir dans lequel le gouvernement serait transparent pour le peuple, c'est-à-dire une démocratie.